Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord avec vous, messieurs, que des hommes. Heureusement que je suis là un petit peu pour rectifier cette parité. Un peu de charme et de douceur. Non, ça, je ne sais pas. Mais alors, Alexis Poulain, qui est à distance. Alexis Poulain, journaliste, directeur de publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio le mercredi matin. Bonjour, Alexis. Bonjour. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour Michel. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. D'être avec nous. Et puis Guillaume Bigot, que j'ai salué tout à l'heure. Mais non, vous êtes revenu par la fenêtre. Vous êtes avec nous. Bonjour Stéphanie. Membre du Front Populaire, essayiste, politologue, éditorialiste. Tous les vendredis, on a le plaisir de vous avoir avec nous, Guillaume, président également de France Souveraine. Alors, on va commencer avec vous, Michel Taube. Un coup de gueule. Vous, sur la nomination d'une Américaine à la direction de la concurrence de l'Union européenne. Alors j'en perds votre latin. J'en perds le nom de cette certainement honorable personne. Je vous prie de m'en excuser, mais on va le retrouver parce que je viens de découvrir la liste des promus de la Légion d'honneur pour cette année 14 juillet. Vous avez peut-être envie de changer en direct et quand je vois les noms, je vous avoue que je comprends pas. Dites-nous un petit peu, ça nous intéresse. Vincent Payon, ancien ministre de l'Éducation nationale. Ah oui, celui qui a fait la semaine des 4 jours. La Légion d'honneur, des journalistes sportifs. Enfin, moi j'adore le sport et j'ai beaucoup d'amis journalistes sportifs, mais franchement, la Légion d'honneur, franchement, c'est quand même, ça devrait être réservé à des personnes qui ont sauvé d'autres personnes, qui ont commis des actes héroïques, qui ont été vraiment, qui ont changé le monde, quoi, mais pas ou la France, à tout le moins. C'est populisme, ça. C'est le populisme. Non, je pense que c'est une pensée. Enfin voilà, je trouve ça bon, voilà, mais quand même. Un peu de patriotisme européen cette fois-ci, français et européen. L'Union européenne a nommé à la direction de la concurrence de l'Union européenne, qui est une direction extrêmement importante, qui contrôle tous les risques effectivement d'occupation de marché par des entreprises, des oligopoles, des monopoles, etc. Une américaine qui vient du monde du numérique et qui en plus va être chargée de contrôler notamment les GAFAM, donc Google, Amazon et les autres, donc des entreprises américaines qui occupent des places de marché totalement excessives sur notre marché européen. Franchement, c'est pas normal. L'Union européenne a quand même assez de personnalités, de qualité, de compétences pour pouvoir occuper ces postes très très éminents. Et surtout, on ne confie pas à des personnes venues d'autres puissances, certes alliées, mais qui sont quand même concurrentes avec l'Europe, de telles fonctions aussi importantes. Fiona Scott Morton. Merci, Fiona Scott Morton. Et en fait, je trouve ça profondément... Merci, Juliette. Oui, Juliette Riofoul en coulisses qui œuvre, voilà, comme une petite souris. Et je trouve ça profondément scandaleux, c'est inadmissible. C'est une forme d'humiliation, je trouve, pour nous, Européens. Et ensuite, c'est être totalement contre-productif par rapport à la mission qui est la sienne. Un conflit d'intérêts. C'est un conflit d'intérêts, mais c'est affaiblir la position de l'Europe pour espérer, parce que c'est quand même extrêmement difficile, de la défendre par rapport à la concurrence de puissances numériques comme les États-Unis. C'est profondément inadmissible. Et d'ailleurs, la France a quand même commencé à protester. Est-ce que ça ira jusqu'au bout ? Samuel Lafont, vous êtes d'accord avec cette analyse de Michel Taube ? Qui d'autre fait ça dans le monde ? Quelle autre nation, quel autre groupe de nations ferait ça ? Personne. On a vraiment l'impression que l'Union européenne est le grand naïf de l'histoire et le grand naïf de la diplomatie actuelle. Et effectivement, on peut craindre, je ne connais pas cette dame, mais on peut craindre qu'elle ait, sinon des intérêts, au moins une appétence pour son pays d'origine, et qu'elle favorise d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, des intérêts qui ne sont pas les intérêts européens. On a vraiment l'impression, de toute manière, avec l'Union européenne technocratique et bureaucratique actuelle, que les intérêts des États nationaux européens et les intérêts des Européens
passe après tout le reste. Là, on a l'impression que cette Europe a recruté, cette Union européenne a recruté quelqu'un. C'est curieux même d'avoir le droit de le faire à ce niveau de l'institution, non ? Il y a énormément de Français qui sont choqués, et pour ceux qui connaissent l'information, parce qu'encore l'information n'a pas énormément circulé pour l'instant. Grâce à Michel Taube, ça y est. Effectivement, elle va de plus en plus circuler, et je pense que de très nombreux Français sont choqués. Plusieurs ministres, même la ministre des Affaires étrangères, s'est exprimée hier soir pour protester, pour dire son inquiétude par rapport à cette nomination. Mais il faut que cette nomination, qui en plus devrait être soumise à une validation... vous savez, en France aujourd'hui, lorsque le président de la République veut nommer une personnalité, par exemple, Sylvain Wasserman vient d'être proposé pour présider l'ADEME, dans la question d'énergie et de développement durable, il faut qu'il y ait un agrément du Parlement. Donc, au niveau européen, ça devrait être la même chose. Guillaume Bigot, ça vous inspire quelque chose ? C'est vrai que c'est assez étonnant vu comme ça. Mais pas du tout. Ah bon ? Ça n'a rien d'étonnant. D'abord parce que on parle d'Europe technocratique, bureaucratique, mais il ne peut pas y en avoir une autre. Je vous rappelle que l'Europe n'est pas un État, qu'il n'y a pas de peuple européen, qu'il n'y en aura jamais, que l'Europe c'est une organisation internationale non élue et qu'ils nomment d'abord qui ils veulent. Mais surtout, c'est une idée américaine dès le départ. Il est fondamental que les cendres de Jean Monnet soient transférées au cimetière américain d'Arlington. C'est un héros des États-Unis d'Amérique. L'Union européenne, c'est non seulement le paillasson géopolitique des États-Unis, mais c'est la version, si vous voulez, c'est la version civile et commerciale de l'OTAN, qui est l'outil et le bras armé militaire. Donc, mais comment a-t-on été assez naïf pour croire que l'Union européenne allait être le pendant des États-Unis ? C'est à mourir de rire, cette histoire. Et alors, les Shadocks qui nous gouvernent continuent comme ça à creuser ou à faire du vélo d'appartement. Vous allez voir, l'Europe va arriver. Mais qu'est-ce qu'on fait à part acheter de plus en plus de F-16 ? Parce que c'est une énorme plaisanterie. Alexis Poulain, vous voulez peut-être intervenir, qu'on ne vous oublie pas là où vous êtes ? Oui, non, mais c'est ouvertement une humiliation supplémentaire et une alerte en fait sur ce qui est devenu l'Union européenne. C'est-à-dire que là, on est qui n'a jamais été autre chose. Ça s'accélère vraiment, c'est-à-dire que là, plus personne se cache. Nommer une lobbyiste des GAFAM qui travaille pour Microsoft, pour Apple, pour Amazon, je crois, à la tête à la direction d'une autorité de la concurrence, c'est ouvertement dire que l'Europe, ça coûte cher et que c'est une blague. Une blague en plus qui nous coûte cher et qui est dangereuse. Dangereuse pour notre souveraineté, puisque l'idée de la concurrence, c'est d'empêcher d'avoir des champions nationaux, d'empêcher d'avoir des politiques aussi stratégiques, sur l'énergie notamment, mais aussi sur la recherche et plein d'autres thématiques. Et on voit bien que ça s'agite parce que finalement, les masques tombent et tous les lobbyistes, parce qu'à la tête de la Commission européenne, on a quand même Ursula von der Leyen, qui travaille déjà jour et nuit pour les intérêts de Washington. Là, finalement, les Américains se disent, après tout, s'ils sont aussi bêtes, allons-y, on va nommer directement nos gars et nos filles. Et arrêter de jouer avec on peut avoir un autre esprit, se dire qu'elle a été nommée justement pour mieux négocier avec ses compatriotes. Non, faut arrêter. C'est scandaleux. Heureusement qu'en France, on se bouge un peu en disant que c'est scandaleux, mais c'est toute l'Europe, en fait, toute la construction européenne qui est scandaleuse en réalité. On l'a devant nos yeux sur l'inflation, sur l'euro, cette monnaie qui n'a pas d'avenir, sur le prix du marché de l'électricité. On va pas refaire le débat sur l'Europe. Mais c'est un vrai débat de fond, en fait. Oui, c'est pour ça. À quoi ça nous sert ce machin, ce bidule aujourd'hui, à part à nous tirer une balle dans le pied systématiquement. Je n'ai pas voulu aller jusque-là, même si je me disais bien on fera un débat sur l'Europe une autre fois, mon cher Alexis. Et Guillaume, on y viendrait, mais quand même. Oui, on va passer au coup de gueule de vous, le vôtre, pardon, Samuel Lafont. Et vous avez envie de faire payer les émeutiers. Alors ça va être compliqué parce que quand même 650 millions d'euros, bon courage. Mais les émeutiers doivent payer. Parce que malheureusement, trop souvent dans ce pays, on se rend compte que les délinquants et criminels qui commettent leurs délits et crimes ne sont pas sanctionnés par la justice. Parce que quand je dis qu'ils doivent payer sur 3 aspects. Oui. Le premier aspect, c'est l'aspect pénal. C'est-à-dire que tous ceux qui ont participé aux émeutes doivent être trouvés, interpellés et condamnés. On commence à avoir des condamnations, mais elles sont insuffisantes et elles concernent trop peu de personnes parmi toutes celles qui ont participé aux émeutes. Et il est extrêmement important que dès maintenant, on sache que le gouvernement est intéressé par le sujet et va faire en sorte qu'il soit interpellé. Donc c'est vraiment le travail du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice. Le deuxième aspect, c'est le fait de payer sur leur denier personnel.
puisque lorsqu'ils seront condamnés, ils peuvent être condamnés à des amendes. J'entends l'argument qui consiste à dire qu'il devrait y avoir des travaux d'intérêt général et que ces personnes-là reconstruiraient. Je doute que ces racailles qui ont pillé, détruit, soient à même de reconstruire très concrètement les bâtiments qu'elles ont détruits. Donc elles doivent être condamnées à des amendes très lourdes, y compris si elles doivent payer pendant des années et des décennies pour permettre de reconstruire. Parce que ce qui se passe en ce moment, on le voit très bien avec notamment LFI qui hier a annoncé une proposition de loi, c'est de dire, bon, les émeutiers ont cassé, mais c'est encore les Français qui vont payer. C'est la réalité. C'est que si ça en prend le chemin. Si on ne fait rien aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Le troisième aspect, de paiement, c'est pour tous les binationaux ou les étrangers. D'abord les étrangers. Dans quel autre pays que la France, on peut avoir sur son sol des étrangers qui détruisent, qui pillent ou qui violent, parce qu'il y a aussi des viols, on en parle peu, mais à Marseille, il y a eu un viol, qui attaquent le pays et avec des gens qui ne sont pas expulsés. C'est impensable ailleurs. Tous les délinquants et criminels étrangers doivent être non seulement condamnés, mais expulsés. Et pour tous ceux qui sont binationaux, et notamment beaucoup de Marocains et d'Algériens, ils doivent être évidemment déchus de leur nationalité étrangère. Il est impensable, véritablement impensable, qu'on puisse avoir confiance dans la justice de notre pays et que les racailles craignent la justice de notre pays si, dans les semaines qui viennent, il n'y a pas une exigence de ces 3 paiements. Sur le plan pénal, sur le plan des amendes pour permettre la reconstruction, et également sur le plan de leur rapport à la France. On va marquer un petit temps d'arrêt. On se retrouve dans quelques instants avec la suite du débat. On fera réagir nos autres invités. Restez avec nous. On se retrouve pour Mettez-vous d'accord. Il est 9h20 en direct sur Sud Radio. Soyez les bienvenus, chers auditeurs. On poursuit avec le coup de cœur de Samuel Lafont qui, lui, veut faire payer les émeutiers financièrement, mais aussi pénalement. Il veut les déchoir de leur binationalité. Guillaume Bigot, ça vous inspire quoi, ce coup de gueule de Samuel? Juste un élément, peut-être avant que Guillaume intervienne. Oui. J'ai parlé du fait de les déchoir dans leur nationalité étrangère. Évidemment, c'est des choix dans leur nationalité française où ils conservent la nationalité de cœur qui est leur nationalité étrangère. Porte-parole de Reconquête, on s'en serait douté. La transition est facile, comme je pense que pour eux, la nationalité française qu'ils ont par ailleurs souvent est déjà une nationalité étrangère, puisqu'ils s'en prennent à la France. Bon, la boucle est bouclée. Moi, je pense que c'est pas tellement dissuasif, exactement comme des gens qui étaient prêts à se suicider dans les attentats. On leur dit attention, on va vous supprimer votre nationalité française. Bon, c'est pas de nature, à mon avis, à les arrêter. Comme ils se contrefichent de la France, les retirer la nationalité française, bon, j'entends bien l'argument pratique d'une certaine façon et pratico-juridique surtout, qui consiste à pouvoir les expulser, et notamment comme l'Algérie s'inquiète de ce qu'ils deviennent en France, je pense que l'Algérie pourra être rassurée et récupérer ses nationaux. Mais vous savez aussi bien que moi que ces pays ne veulent pas nécessairement reprendre leurs compatriotes, donc là aussi on tombe sur un sujet extrêmement important. Mais quelle nation est la France ? On est incapable aujourd'hui d'imposer à l'Algérie qu'elle reprenne ses délinquants, ses criminels. Mais à la Tunisie aussi, au Maroc. Oui, mais ça, ce sont des positions de principe, des déclarations. En fait, dans les faits, nous avons des corps de rappel. Dans les faits, il suffit d'empêcher les gens du pouvoir algérien de se soigner au Val-de-Grâce, par exemple. C'est fait très rapidement. Il suffit de geler les avoirs des dirigeants algériens. Pointe à la ligne. Je veux dire, on va discuter, ça va très vite se régler. Vous y croyez vraiment, ça? C'est pas que j'y crois, c'est que je crois que le président de la République veut absolument faire mumuse, c'est-à-dire il veut sa réconciliation, comme le général de Gaulle avec sa réconciliation avec l'Allemagne, lui veut sa réconciliation avec l'Algérie. Parce qu'il n'a pas compris que, évidemment, c'est absolument incomparable et que surtout, on peut se réconcilier qu'avec un État qui veut se réconcilier. Ça, on ne prend pas le chemin. Michel Taube, oui. Sur un angle tout à fait différent, à la question de savoir qui doit payer la facture de ces émeutes, moi j'ai une proposition depuis 15 jours qui est assez simple, qui ne va pas vous satisfaire, mais qui serait peut-être un peu plus efficace à court terme. Il y a une agence nationale de rénovation urbaine, l'ANRU. Jean Castex, il y a 2 ans, quand il était Premier ministre, a débloqué 2 milliards d'euros pour développer les actions, création de services publics dans les quartiers, rénovation de bâtiments, etc. Moi, je propose que ces 2 milliards, on les prenne, parce que la facture, c'est pas 650 millions, c'est beaucoup plus que ça. À mon avis, on n'est pas loin des 2 milliards, parce que, notamment, tous les dégâts occasionnés aux institutions publiques sont difficiles à quantifier. Combien ça coûte une maison une mairie de quartier qui a été détruite? C'est des sommes gigantesques. Donc moi, ces 2 milliards, au lieu de les mettre à créer de nouveaux outils, des centres culturels, de nouvelles mairies de quartier, etc., non, on les gèle et on les prend
pour réparer tout l'argent. Il est disponible. Et tant pis pour ce qu'ils voulaient en faire initialement, c'est-à-dire rénover les quartiers, etc. On répare les dégâts occasionnés. Ça, l'argent, il est là, il est disponible, il est pris sur la politique de la ville. Comme ça, c'est pas de l'argent qui est de nouveaux impôts, etc. Moi, je pense que ce serait une solution concrète. Après, je suis d'accord avec vous. Il faut responsabiliser les personnes. Chacun est responsable de ses actes. Toute personne qui a commis des dégâts doit payer. Et s'il ne peut pas, s'il est mineur, ses parents doivent payer. C'est la meilleure manière de dissuader, vous savez bien, Michel Taupe, d'espérer de dissuader. Et d'une, ils n'ont pas les moyens, et deux... tant pis, même si c'est 100 euros, 200 euros par mois pendant 20 ans... qui était notre invité ici, le maire de Maisons-Laffitte, qui n'est pas de gauche, qui est de droite, qui nous expliquait, mais enfin, moi j'ai essayé dans ma commune, ça ne marche pas. Ce sont souvent des femmes isolées, on en parle assez habituellement, qui n'arrivent pas à tenir leurs enfants, donc c'est pas forcément efficace. Pas de punition collective non plus. Je pense qu'on mélange deux logiques, une logique individuelle qui est une logique judiciaire, qui est une logique de... Moi je suis complètement d'accord sur un plan individuel. Si quelqu'un a pillé, il doit payer. Ça c'est clair et net. Mais on mélange une logique individuelle avec une logique collective. D'abord, parce que beaucoup de gens de ce quartier n'ont rien à voir avec ces gens-là, ils les subissent en permanence, ils doivent baisser la tête et subir la violence de ces morveux qui parfois ont des chiens d'attaque, des fusils à pompe, etc. Ils font baisser la tête des braves gens, quelles que soient leurs origines. Et numéro 2, il y a un problème qui est que on doit dépasser cette approche, on va dire, judiciaire, parce qu'il y a un problème collectif. Ce sont des gangs et des bandes. Et ces gangs et ces bandes, il faut les briser par la force, en fait. Pas seulement avec des tribunaux. Il faut leur montrer qui est le plus fort en France, sur notre territoire. C'est ça qui pose problème. Donc je pense qu'il faut rétablir, effectivement, un rapport de force avec ces bandes, et par ailleurs, individuellement, faire payer les émeutiers. Pas, à mon avis, punir tous les quartiers. C'est une punition collective. Alexis Poulain. Oui, il y a beaucoup de choses à faire, mais si déjà les OQTF étaient réellement appliqués, on ferait un bond dans l'espace. On a l'impression de toute façon qu'il y a beaucoup de paroles et très peu d'actions, et ça, c'est vraiment la marque de fabrique du gouvernement Macron. Et là, la volonté politique n'est pas là. Si vous voulez, l'ordre dans les quartiers, il tient parce qu'il y a une économie parallèle énorme qui est tenue effectivement par des gangs qui sont liés au grand banditisme et aux mafias internationales, notamment le trafic de drogue. Si on s'attaque sérieusement à ça, ça veut dire beaucoup de moyens, ça veut dire une vraie volonté politique et le risque là d'une vraie guerre civile pour le coup. Or, il n'y a pas de volonté de s'attaquer à ce trafic-là. On le voit bien d'ailleurs. L'objectif maintenant du ministère de l'Intérieur, c'est de faire des amendes pour les consommateurs, simplement pour faire une sorte d'impôt caché au droit à se droguer finalement, plutôt que de lutter contre les cartels, parce que cette lutte visiblement semble impossible pour l'État français. C'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire que l'État démissionne devant cette économie parallèle et limite l'encourage, puisque la politique du point de deal, c'est une politique de communication publique, mais c'est pas une politique de lutte contre la drogue. Ces trafiquants, pour vous, ils ont clairement joué un rôle dans l'arrêt des émeutes, un petit peu comme en 2005. Oui, clairement. Regardez à Marseille, vous avez les émeutes ont lieu dans le centre de la ville, autour du Vieux-Port et dans le centre de la ville, mais certainement pas dans les quartiers. Voilà. D'ailleurs, on précise qu'on a eu les chiffres. Alors, c'est toujours un petit peu cynique et un petit peu vain de citer le nombre de véhicules incendiés. Mais enfin, voilà, c'est une sorte de baromètre. 218 véhicules incendiés, c'est moins 33% par rapport à l'année dernière. Ça veut quand même dire, d'une certaine manière, que ce dispositif exceptionnel des forces de l'ordre, ça paie, n'est-ce pas, Samuel Lafont? Vous devez être satisfait chez Reconquête de cet ordre. Ou que les racailles en question ont eu d'autres objectifs. Puisque ce qui est très nouveau, c'est que de nombreux centres-villes de grandes villes, on a vu Paris qui a été attaqué, mais également des villes moyennes. Et une rue à Montargis qui a été totalement détruite. On a vu des pharmacies s'écrouler, on a vu plein de bâtiments, ce qui n'arrivait pas auparavant. Et donc ces phénomènes de pillage ont été beaucoup plus importants que dans d'autres émeutes. D'ailleurs, on parle souvent du nombre d'interpellés. Il faut bien faire le distinguo entre le nombre d'interpellés et le nombre de personnes qui ont été impliquées dans ces actions. Puisqu'évidemment, je ne reviens pas sur la question des prénoms qui étaient risibles avec Kevin et Matteo et qui restaient en tendance sur Twitter pendant plus d'une semaine parce que Darmanin a menti aux Français. Là, le journal L'Opinion a fourni la liste et ça confirme quand même un petit peu. Les premiers, c'est plutôt Mohamed et Yassine. Oui, mais il y a beaucoup de Kevin et de Matteo, c'est vrai. Mais peut-être que tout n'est pas listé. Et on parle bien des interpellés. C'est-à-dire que lorsque les forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes, ont dû faire face à des racailles avec des
du matériel d'artifice qu'ils ont attaqué à 50, 100, 200 contre quelques policiers, 20 ou 30, on sait que les policiers avaient ordre de ne pas user davantage de la force et qu'ils ont dû reculer. Ils n'ont pas tiré concrètement sur ces personnes-là. Et donc ces personnes-là, ces individus, ces racailles, notamment dans les banlieues, n'ont pas été interpellés. Donc on parle bien des interpellés. C'est-à-dire, donc, pour conclure, il y a beaucoup plus de gens qui sont impliqués que seulement les 7000 qui sont annoncés. Et en plus, on sait que Darmanin a menti. On voit bien que les prénoms qui ressortent le plus, c'est Mohamed et Yacine. Samuel Lafont, donc porte-parole de Reconquête. Vous restez avec nous, on va revenir dans quelques instants avec Mettez-vous d'accord. Sud Radio, Mettez-vous d'accord. 9h-10h, Stéphanie Demuru. Mettez-vous d'accord, 9h32, en direct sur Sud Radio avec Alexis Poulain, journaliste, directeur de publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio le mercredi matin notamment et le vendredi. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Et puis Guillaume Bigot, membre de Front Populaire, essayiste, politologue et éditorialiste. Et on passe à votre coup de chaud, Alexis, puisque c'est Sandrine Rousseau qui dénonce les 60 degrés en Espagne. Eh oui, 60 degrés en Espagne. Alors attention, c'est la température au sol. Le record en Espagne reste de 47 degrés, je crois, Celsius. Il fait chaud, évidemment, beaucoup trop chaud. Rappelez qu'on est encore dans une canicule, mais avec ce sensationnalisme-là météorologique, Sandrine Rousseau fait encore parler d'elle d'une certaine façon. Certes, pour la bonne cause, elle va dire que c'est pour alerter. En réalité, bon, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Ces canicules vont encore sans doute être assez mortel pour les plus âgés et on va le voir dans les pays du Sud où on a beaucoup de personnes âgées, Italie, Espagne, mais aussi... D'ailleurs, Alexis, je me permets de vous couper parce qu'à l'instant, je vois la température pourrait atteindre 48 degrés en Sardaigne et en Sicile ce week-end, potentiellement les températures les plus chaudes jamais enregistrées en Europe. Exactement. Tout de même. Donc ça monte quand même, voilà. Et on a... derrière, une politique uniquement focalisée sur le carbone, on va dire, qui va pas faire grand-chose finalement à ce réchauffement programmé. Et c'est ça qui est terrible parce qu'il y a l'angoisse autour de ça. On voit tous ces jeunes activistes qui continuent de se mutiler en mettant leurs mains dans le béton, qui continuent d'envoyer de la sauce tomate sur des œuvres d'art, tout ça un peu sans queue ni tête. Et finalement, l'action climatique me paraît assez dérisoire par rapport à ce qui se passe, qui est un réchauffement global. À côté de ça, vous avez des orages aussi assez énormes. C'est à Montréal, mais aussi on l'a vu ces jours-ci en France, des phénomènes climatiques qui sont de plus en plus extrêmes. Ça, c'est une réalité. Faire du sensationnalisme là-dessus, ça va pas apporter grand-chose. Quant aux politiques 2030, carbone, etc., je pense que là aussi, c'est un peu tapé à côté de ce qui pourrait changer, puisque vous avez des pays, notamment BRICS, pays émergents, qui n'en ont absolument rien à faire, qui eux sont dans la croissance à tout prix, et d'ailleurs qui vont sans doute prendre le devant de la scène économique dans les prochaines années, selon un rapport de Goldman Sachs, parce que justement il n'y a pas cette volonté d'être dans la sobriété contrainte et dans une sorte de décroissance qui ne dit pas son nom, non plus, qui est maintenant devenue la politique. C'est incroyable de voir quand même que le gouvernement, par exemple, va offrir 8 €, 25 € pour que vous puissiez repriser vos chaussettes, comme si on ne le faisait pas déjà, en expliquant que c'est vachement bien maintenant de moins consommer, de moins manger, de moins respirer, de moins boire d'eau. Christophe Béchu qui critiquait les Français qui utilisaient 148 litres d'eau par jour. Enfin voilà, j'en ai ras-le-bol en fait de ces déclarations des politiques qui passent leur temps à effrayer, à pointer du doigt, à faire croire que nous serions, nous, Français, responsables de ce réchauffement climatique, alors qu'en réalité, on est déjà un pays bas carbone grâce au parc nucléaire. Mais bon, tout ça, bien sûr, vous dites ça, c'est déjà passé dans le camp du mal, apparemment. Peut-être qu'Emmanuel Macron parlera au Premier ministre d'Inde, avec un peu de chance, pour repriser ses chaussettes, je ne sais pas. Quelqu'un veut me réagir ou... Alors Alexis Poulain a parfaitement raison, ça fait vraiment penser à
puisqu'on est responsable en France de 1%, même moins de 1% des émissions mondiales de CO2. Donc ce discours suivant lequel, si on est sobre, ça va sauver la planète, je veux dire, mathématiquement, c'est risible, si tant est que ces gens-là s'intéressent aux mathématiques. En fait, ça faisait penser vraiment furieusement à ce que disait François Mitterrand pendant la guerre froide, où il se rendait en Allemagne de l'Ouest et il y avait des pacifistes qui voulaient pas déployer des missiles américains parce qu'il y avait des missiles en Allemagne de l'Est. Il disait les missiles sont à l'Est, les pacifistes sont à l'Ouest. Là, en fait, les écolos décarboneux et décroissants sont en Europe et en France en particulier, alors que les pollueurs, on le sait, sont aux États-Unis, en Chine, en Inde, etc. Mais est-ce que, voilà, si tout le monde raisonne comme ça, est-ce que quelqu'un va commencer à faire des efforts? C'est mieux de deux points importants. Le premier point, c'est qu'effectivement, la part de la France est risible, minime, et qu'en plus, on avait développé un modèle très performant, décarboné avec le nucléaire et qui a été abandonné justement à cause des sectes au nom de l'écologie. Au nom de l'écologie, ce qui était complètement débile. Et le deuxième point, c'est que ce n'est pas en promouvant sur notre sol la décroissance que les autres vont décroître. Ceux qui vous disent ça sont des menteurs. On ne va pas donner l'exemple à la Chine, à l'Inde, ce que disait Guillaume Bigot à l'instant. 5 à 7% de croissance. Ils ne vont pas nous copier, que ça vous plaise ou non, ils ne vont pas nous copier. Donc nous, on risque juste de diminuer notre puissance et de laisser les autres prendre notre place dans le monde. Michel Taube, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Parce que la maison brûle, comme dirait la maison brûle, c'est Chirac qui le disait. La maison brûle, on regarde de côté. Non, mais je pense que j'entends bien tout ce que vous dites, mais les faits s'imposent. Il y a un réchauffement. Je sais pas si c'est un réchauffement climatique, mais les températures augmentent, la sécheresse augmente énormément. Même les organisations, par exemple agricoles, comme la FNSEA, commencent quand même à adapter leur modèle, non pas sur la base de ce que propose la Confédération paysanne et effectivement des jusqu'au-boutistes, idéologues, des villes plus que des champs qui voudraient changer le monde. Mais voilà, il y a des adaptations qui sont nécessaires. Et effectivement, il ne faut pas être seul à les faire. Il faut que la communauté internationale s'implique, ce qui est très très difficile. Voilà, mais je pense que la réalité, c'est qu'il y a des gros problèmes climatiques qui se posent. Est-ce que l'homme en est responsable ? À la limite, peu importe. Ce qui compte, c'est quand même d'agir, quoi. Bah voilà. Oui, Guillaume Bigot. Là où la moquerie publique est poussée très 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 loin, c'est qu'on nous explique que grâce à l'Europe, on va pouvoir faire la transition énergétique. Alors je vous rappelle que l'Europe vient de signer un partenariat de libre-échange avec l'Australie en grande pompe. Donc effectivement, pour limiter le CO2 importé, tout ce dont on a besoin de l'autre bout de la Terre, c'est d'une très grande intelligence. C'est d'une intelligence et d'un brio stupéfiant de couvrir l'Europe d'éoliennes chinoises et maintenant de voitures électriques chinoises, parce que je vous annonce que les voitures électriques chinoises vont écraser nos propres producteurs. Donc on ne va rien changer au CO2, on va aggraver le CO2 et on va finir effectivement à repriser nos chaussettes. C'est-à-dire notre projet, on ne le savait pas, c'était les ferrailleurs et repriser les chaussettes. Il faut lire l'interview de M. Tavares, le patron de Peugeot, il y a quelques jours, qui dit que véritablement, avec le choix de passer au tout électrique, mais c'est un populiste voiture, lui aussi. On se donne complètement à la Chine, enfin on abandonne notre souveraineté et on se met en très très grand danger. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des métaux rares qui viennent d'être restreints en termes d'accès pour les Européens par la Chine. On est dans une véritable guerre des matières premières qui ne fait que commencer. Pauvre et pollué. C'est incroyable parce que vous avez Patrick Pouyanné qui va recevoir une Légion d'honneur aujourd'hui, PDG de Total, qui explique que l'électricité va être hors de prix cet hiver et qu'il y a même des risques d'approvisionnement en gaz. Tout ça passe totalement à la trappe et on continue en fait avec une politique incroyable. Alors il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le Parlement européen a décidé d'exclure quand même les bovins et les élevages des plans de réduction carbone, puisque les vaches étaient, vous le savez, responsables d'émissions de méthane, et il fallait tuer des bovins par million pour arriver aux objectifs climatiques. Là, je sais pas, il y a une lueur de raison, et les députés européens ont décidé de ne pas inclure les bovins dans ces plans de réduction carbone industrielle. Voilà. On va se chauffer avec les bouses de vache, on les a. Oui, c'est mais le méthane, de toute façon, les méthaniseurs sont un des gros chantiers pour l'énergie recyclable. Allez, on passe
à votre coup de gueule, Guillaume Bigot, vous êtes en colère contre Pap Ndiaye, vous toujours. Vous savez, je suis toujours en colère, mais j'allais mettre en colère contre Pap Ndiaye. Vous n'êtes pas seul, quand même. Ah non, je suis pas seul, je suis pas tout seul sur ce coup-là. J'allais me mettre en colère contre Pap Ndiaye, et puis je me suis dit d'abord qu'on tirait pas ni sur une ambulance, ni sur un gisant. Il a quand même le soutien d'Emmanuel Macron, je vous signale. Oui, je comme un peu comme la corde soutient le pendu, sans doute. Mais vous avez raison, il vaut mieux d'ailleurs s'attaquer à Dieu, le Père, qu'au pape, si j'ose dire. Et donc, moi, je pense que c'est un argument absolument orwellien qu'a utilisé le président de la République pour défendre l'appel à la censure de Pap Ndiaye. Parce que Pap Ndiaye, il faut le rappeler, Pap Ndiaye a insulté littéralement plusieurs rédactions, des centaines de journalistes en les traitant d'extrême droite. Alors il dit non, j'ai pas cité les journalistes, je cite l'organe de presse. Alors donc il cite des rédactions et il dit donc que les gens qui travaillent pour ces rédactions, qui sont des rédactions d'extrême droite, sont peut-être kidnappés, pris au piège, je ne sais pas, alors corps défendant, il faudra peut-être organiser la libération de ces rédactions, je n'en sais rien. En tout cas, c'est complètement délirant, donc il les a effectivement insultés, parce que derrière l'extrême droite, vous avez quand même l'idée que ça aurait un quelconque rapport avec les heures les plus sombres, etc., etc. Mais de toute façon, ils s'en cachent pas, ils le disent, vichiste, etc. Enfin, ils racontent absolument n'importe quoi. Et deuxièmement, donc il appelle à la censure. Et le président de la République vole au secours de Pap Ndiaye et de ses excès en disant que finalement, au nom de la liberté d'expression, il faut bien suivre, parce que c'est une pensée très complexe, au nom de la liberté d'expression, il faut donc appeler à la censure. Écoutez, relisez Orwell, la guerre, c'est la paix. Voilà. Donc la censure, c'est la liberté d'expression. Mettez-vous d'accord, on se retrouve dans quelques instants avec nos invités pour la poursuite de ces débats. 9h-10h, Stéphanie Demuru. 9h46 en direct sur Sud Radio avec nos invités, Alexis Poulain, journaliste, directeur de publication du Monde Moderne, Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, et puis Guillaume Bigot, membre du Front Populaire, essayiste, politologue et éditorialiste. Alors Michel Taube, vous avez envie de nous parler du 14 juillet manifestement, et avec une petite surprise. D'abord, je voudrais souhaiter à tous les auditeurs de Sud Radio une très très belle fête du 14 juillet. C'est la date la plus importante dans l'année. C'est les valeurs de la République, c'est les valeurs de la France. Voilà, donc je pense que c'est très important de le dire. Et la deuxième chose, j'ai une mauvaise nouvelle. Le défilé du 14 juillet va avoir du retard. On ne sait pas si c'est 30 minutes à 1 heure. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que la SNCF défile cette année pour la première fois. Mais c'est une blague ou c'est Oui, c'est une blague. Je rassure les auditeurs de Sud Radio. Est-ce qu'on sera remboursé Je rassure les auditeurs Michel, parce que pour la première fois, ce matin. Non, c'est très sérieux. Pour la première fois, la réserve opérationnelle de la SNCF va défiler sur les Champs-Élysées. Oui, ça, c'est pas une blague. Alors ça, c'est une information. Non, d'accord. Et donc je me suis permis, d'ailleurs, c'est pas mon idée, c'est celle de mon rédacteur en chef Radouane Kourak, qui a fait un tweet là-dessus. Non, c'est une blague. Mais en même temps, on a le droit de s'interroger, de savoir pourquoi la SNCF, des agents de la SNCF défilent sur les Champs-Élysées pour la fête nationale. Bon, c'est très bien qu'ils soient bienvenus, mais je suis sûr que le défilé sera à l'heure et commencera à 10h pile, c'est-à-dire dans 13 minutes. On attend les contrôleurs des impôts avec impatience l'année prochaine. Bon, enfin, on a les contrôleurs SNCF, mais on n'a pas le discours d'Emmanuel Macron. Vous êtes peiné, Samuel Lafont, vous auriez aimé un bon discours bien marquant pour ce 14 juillet du président. Vu les derniers discours d'Emmanuel Macron qui ont très largement déçu les Français, je ne m'attendais à rien de la part d'Emmanuel Macron. Parmi les gens qui défilent juste, on a des personnels de la cyberdéfense, des étudiants de la cyberdéfense, qui est assez nouveau, et il a été annoncé enfin un doublement des effectifs de recrutement, en tout cas l'année prochaine, avec l'ouverture de 2 classes supplémentaires de 35 élèves. Alors c'est maigre par rapport à nos adversaires ou nos concurrents internationaux, notamment les Chinois, mais enfin on a l'impression qu'on s'intéresse au sujet, un peu en retard. Pourquoi ? Rapidement sur le sujet, je rappelle quand même que parmi les guerres que nous avons menées récemment, notamment en Afrique, on a perdu sur l'image. Donc, il y a un aspect technique de la cyberdéfense, mais il y a aussi un aspect d'image et de guerre informationnelle. Et on a déployé des montants considérables en gagnant souvent sur le terrain, mais en perdant sur l'image. Et il faut absolument qu'on regagne sur ces terrains-là. On a perdu avec des vidéos qui ont été faites, qui coûtent 10 000 € et qui ont prétendu que nos soldats français auraient fait des massacres ou n'importe quoi, tous ces mensonges en Afrique. Et enfin, à la fois on se défend avec la cyberdéfense, mais on commence à former des gens pour promouvoir la France en termes d'image. Et c'était extrêmement important. Juste pour terminer sur le 14 juillet, Emmanuel Macron.
c'est aussi les 100 jours de Macron. Il avait dit, il avait parlé de 100 jours d'apaisement. Ce que je vois, c'est qu'il y a 100 jours de chaos. 100 jours de chaos avec des mensonges, notamment le sommet des mensonges, ça a été Darmanin sur les émeutes avec les Kevin et Matteo, évidemment, et également la question du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des Français n'augmente toujours pas. Et là, il y a un mieux. On a reçu la ministre Olivia Grégoire qui nous a quand même donné des chiffres concrets sur les prix de l'alimentaire. L'inflation baisse sensiblement. Bon, voilà, c'est pas énorme, mais ça baisse. Ce qu'on voit, c'est quand même les Français ont du mal à finir leur fin de mois. C'est une évidence. Arrivé à la fin du mois, que les emplois paient très peu. Et en plus de ça, on a comme dernier élément une dégradation de l'image de la France, qui est extrêmement importante. Quand vous questionnez les hôteliers notamment, de nombreuses annulations de touristes étrangers, puisque là, ils ont vu véritablement ce qui se passe en France. Il y a un classement qui est sorti, international, des nations les plus paisibles. La France est 67e. 67e pays mondial en termes de tranquillité. Et les étrangers le voient. Avec ce qui s'est passé ces derniers mois, la tranquillité n'est pas l'état le plus répandu dans notre pays. Ça, c'est n'est pas le maître mot. Mais Michel Taube, vous auriez quand même attendu ce discours d'Emmanuel Macron. Il a manqué une occasion quand même, le chef de l'État, là. Mais moi, lorsqu'il y a eu la crise des Gilets jaunes en 2018, le président de la République a mis 3 semaines à réagir. 3 semaines. Ce qui est une éternité quand vous avez des manifestations aussi violentes qu'il y en a eu. Et là, c'est exactement la même chose. Avec les émeutes, effectivement, il ne s'est quasiment pas exprimé. Une phrase par-ci, une phrase par-là. Mais il n'a jamais été aussi discret, alors que justement, on est sous la 5e République. On est sous la 5e République. On est dans un régime qu'on peut critiquer, mais qui est un régime jupitérien. Et je pense qu'effectivement, une parole très forte du chef de l'État en disant « Nous n'accepterons pas ces violences, nous les condamnons et nous allons tout faire pour les arrêter », au moins ne serait-ce que cela, même ces paroles, il les a très peu eues. Donc effectivement, je pense que pour le 14 juillet... Il a agi quand même. Non, mais pour le 14 juillet, il aurait pu... pas le nier. Non, pour le 14 juillet, il aurait pu réaffirmer la primauté des valeurs de notre pays, la nécessité de les respecter. C'était sur le plan du symbole une occasion de le faire, et dont il aime bien les symboles. Il aurait au moins pu commettre ce symbole-là, et il ne l'a pas fait. Une occasion perdue parmi d'autres. Voilà. Guillaume Bigot, oui. Le président de la République, on le sait, aime rien tant qu'à surprendre, aime rien tant qu'à faire date, à déclarer des choses tonitruantes, disruptives pour faire parler de lui, etc. On le sait. Voilà. Moi, je pense que passé un certain moment, et là, c'est le 2e quinquennat, c'est pas tout ce qu'il dira ne pourra que se retourner contre lui. C'est même pire que ça. C'est ce qu'il dira n'intéresse plus personne, n'imprime plus personne. Il n'y a que lui-même qui est ivre de ses propres paroles, qui s'écoute parler, qui se regarde parler. On a bien compris qu'il s'étant affranchi du principe de non-contradiction. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'il dit des choses sans les faire, c'est qu'il dit une chose puis son contraire, et qu'il ne fait ni l'une ni l'autre. Donc ce qu'il dit ou ce qu'il ne dit pas, ça n'a aucun sens. En fait, à un moment, il y a des présidents qui parlent pour ne dire rien. Alexis Poulain. C'est exactement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que Emmanuel Macron ne prend la parole que quand il n'y a pas de vraie crise. Sinon, il essaye de botter en touche, c'est le grand blabla, c'est la mise en scène permanente, c'est la com permanente. Et là, il avait clairement dit que dans son plan de com formidable qui était les 100 jours de l'apaisement, le 14 juillet était le moment de faire le bilan et de s'envoyer des lauriers comme d'habitude en disant qu'il avait fait quelque chose de splendide, avec bien sûr la séquence marseillaise qui devait être le sommet de ces 100 jours. Les émeutes ont montré que tout ça était de l'esbrouf, qu'il n'avait pas de réponse à part une réponse policière précipitée, mais pas de réponse de long terme, puisque il cherche à comprendre encore ce qui est à l'origine de ces émeutes dans les banlieues, et il attend d'ailleurs un grand rendez-vous à la rentrée pour continuer d'en parler. Donc Emmanuel Macron, c'est la com permanente et la France vendue au cabinet de conseil. Donc effectivement, quand il parle, il y a rien à en tirer en réalité, puisque c'est souvent à côté de la plaque, c'est un discours de communication personnelle sur son bilan personnel, il est en campagne permanente, et donc qu'il n'y ait pas de discours le 14 juillet, c'est pas la première fois, il esquive assez souvent, deux fois et sur surtout... Non, mais ce qui est impressionnant avec ce président, c'est qu'il ne fait quasiment jamais de conférence de presse. Vous avez un président qui n'est ni redevable de ses actions face aux parlementaires, ni face à la presse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas
de contradiction dans le pays magique d'Emmanuel Macron. Merci. Et ça, c'est grave parce que c'est vraiment très loin d'une démocratie qui fonctionne. Je rappelle que quand Donald Trump était président des États-Unis, on pouvait dire tout ce qu'on veut sur lui, mais il faisait quasiment une conférence de presse quotidienne. Oui, il engueulait parfois d'ailleurs les journalistes. Et il les engueulait. Oui, mais il y avait quelque chose là quand même d'assez fort. En France, vous avez... Alexis, dépêchez-vous parce que c'est l'heure malheureusement d'aller retrouver notre chef et on est déjà très en retard. Bon, il a mis du temps à répondre, le chef, je balance, mais voilà. Merci en tout cas Alexis Poulain, Michel Taube, Samuel Lafont et Guillaume Bigot d'avoir été avec nous pour Mettez-vous d'accord. On est toujours en direct, 9h55. Sud Radio, Mettez-vous d'accord.